Bonjour à tous, Thierry Brudet, vice-président de la communauté de communes Touraine-Val de Vienne, en charge de la partie habitat et urbanisme. Oui, j'ai quelques questions. Donc, on s'est penché sur le bilan donc, à 6 ans, présenté donc, tout à l'heure par Perrine. Et plus précisément, donc, on a regardé notre territoire et on a regardé un petit peu tous les tenants, aboutissants de ce SCOT, essentiellement, donc, comme je disais, donc, du bilan à 6 ans. Et il nous est venu donc, plusieurs questions. Plutôt que de faire une présentation sur notre territoire, on a dit on a des problématiques qui sont les problématiques de tous les élus et même de nombreux habitants aujourd'hui. Et pour répondre plus précisément donc, à ce bilan, disons, là, alors j'ai préparé donc 4 questions. Donc, la première, donc, si vous voulez bien répondre, je vous liste donc les 4. Donc la première concerne le rééquilibrage territorial entre les zones rurales et les zones plus dynamiques, donc quelque chose qu'on a abordé déjà tout à l'heure. Donc la question, c'est dans un contexte où la sobriété foncière impose de limiter la consommation d'espace, comment le territoire rural peut rester attractif? Et quels leviers économiques ou partenariats peuvent être mobilisés pour compenser une moindre dynamique démographique et éviter un décrochage par rapport aux zones plus urbanisées ou plus dynamiques? Ça, c'est la première question. Deuxième question a trait, elle, à la valorisation du patrimoine bâti existant et les délaissés agricoles. La sobriété foncière invite à valoriser l'existant. Comment encourager l'innovation dans la réutilisation des anciens bâtiments agricoles et les espaces délaissés par l'agriculture du fait des zones de non-traitement? Certains d'entre vous donc, connaissent bien sur de nombreuses communes. Existe-t-il des exemples inspirants ou des leviers financiers pour faire de ces reconversions un moteur de développement rural? Troisième point, donc, porte sur la mise en œuvre des objectifs du ZAN et les moyens, donc, des moyens limités. Les territoires ruraux disposent de ressources limitées pour appliquer les objectifs du ZAN. Comment garantir que la sobriété foncière ne devienne pas un facteur d'inégalité entre les territoires? Et enfin, une quatrième question, qui verra un petit peu ces objectifs dans quelques mois, vous comprendrez bien. Donc, quelles pistes d'action pour les nouvelles équipes municipales? Avec l'arrivée des nouvelles équipes municipales après les élections, comment anticiper et organiser la gouvernance pour que la sobriété foncière devienne un fil conducteur des politiques locales? Quels conseils donneriez-vous en tant que spécialiste pour qu'elles intègrent ces objectifs dans leurs projets sans attendre? Merci Thierry. Bon, donc, j'avais le pain sur la planche. Oui, merci beaucoup. Mais non, merci pour toutes ces questions. En fait, je partage pas mal le ressenti ou le constat, en tout cas, sur la question de la première, sur la question de la justice territoriale et de la justice fiscale. Alors ça, c'est vrai que l'objectif, au début, il est brut de décoffrage. Il dit à tout le monde de faire le même effort. Et pour éviter ça, pour se dire, faut tenir compte des tendances passées, faut tenir compte des situations spécifiques des territoires, faut tenir compte de certaines vertus. On a vu sur la question emploi que ici, et en particulier à la CCCVL d'ailleurs, mais on a une bonne intensité en emploi par hectare qu'on artificialise, quoi. Et donc, pour tenir compte de tout ça et savoir adapter normalement cette trajectoire, c'est vrai que c'était le message qu'avait donné. Moi, là-dessus, je vous avoue que je suis un petit peu critique vis-à-vis des régions qui, depuis le début sur ce sujet des ZAN, ont dit à l'État au début, vous faites ça tout seul, c'est pour ça que ça se passe mal, laissez-nous faire. Puis quand l'État leur a dit, bon, très bien, on met la règle, et puis vous avez le pouvoir de police et puis d'adaptation locale. Mais non, mais surtout pas, moi c'est pas mon rôle, voilà. Donc il y a eu un peu de, quand même, moi je trouve là-dessus de et c'est ce qui fait que, notamment sur l'adaptation, puisque les régions ont le rôle normalement de territorialiser ces objectifs pour que la même règle soit pas pareille pour tout le monde, pour qu'on tienne compte du passé, pour qu'on tienne compte des situations spécifiques locales. Elles ont généralement, on l'a vu lors de la mission à la CCCVL, elles ont généralement mis en place une batterie de critères, très complexes d'ailleurs, mais très justes pour une partie d'entre eux, qu'elles ont fait jouer pour arriver à un changement nul, ou quasiment. Donc, on comprend qu'il fallait fâcher personne, mais
Voilà, donc ce sujet-là de la justice un peu en fonction des situations, normalement c'était un peu le rôle des régions de le prendre, hein, moi je trouve, dans l'étape territorialiser le zéro artificialisation net. Et moi je constate qu'elles n'ont pas énormément fait. Alors ça dépend des régions, hein, pour être honnête. Il y en a qui ont fait une réunion par mois, je ne vais pas citer laquelle, avec tous leurs SCOT. La vice-présidente de région qui réunissait tous les présidents de SCOT une journée par mois tant que la mise à jour n'était pas finie et qu'elle ne faisait pas consensus. Donc là, c'était facile d'avancer dans le dialogue, mais c'est un cas un peu extrême. Comment faire en sorte que on puisse quand même avoir des leviers? Alors ça, c'est... on parlait aussi avant cette conférence des aménités, des contrats de réciprocité. Il y en a eu un qui n'a pas vraiment... Voilà. Mais il y a cette logique-là qui moi, à mon avis, est porteuse si on veut que les relations s'organisent positivement entre des territoires qui auraient des besoins externalisés sur d'autres ou des territoires qui diraient bah oui, moi je peux faire un effort d'accueil de mesures de renaturation, de compensation, mais en échange d'autres choses. Il y a une logique d'outillage, à mon avis, entre métropole et EPCI voisins à reprendre. Et ça fait partie de ma réponse à la dernière question aussi. Parmi les premières étapes des nouvelles équipes, pour moi, il y a aller voir très rapidement les EPCI voisins et surtout différents, enfin les métropoles si on n'est pas une métropole, etc. Et discuter d'impact foncier qui est aussi impact fiscal dans le fond. Parce que vous avez un pouvoir, enfin tout le monde a un pouvoir de nuisance avec la fiscalité, hein, c'est celui de faire du dumping fiscal. Voilà. Bon, personne ne veut faire ça. Et puis, c'est pas toujours possible parce que parfois ça ampute des recettes fiscales. Mais il y en a qui, moi je connais des territoires qui ont un peu eu des pouvoirs de négociation parfois avec le levier fiscal et le levier foncier. Ensuite, alors juste sur un point sur le comment être attractif. Là-dessus, moi, je voudrais quand même dire que toute cette nouvelle manière ce bilan de Scott, je trouve, il témoigne de ça. C'est qu'il nous donne, moi en tout cas, la question qui me fait poser, c'est est-ce que le sujet, c'est d'être attractif ou est-ce que c'est d'être habitable, quoi. Je veux dire par là que il y a des territoires il y a une décorrélation à opérer entre trois choses, entre la croissance économique, vous voyez, vous accueillez des emplois même parfois en perdant des actifs ou en perdant de la population, entre donc la croissance économique, la consommation de foncier et puis la démographie. Ces trois choses qui sont pas forcément qu'il faut savoir traiter peut-être de façon plus décorrélée, hein, qu'on le pense. C'est pas forcément je coule une nappe pour accueillir quelque chose et ça fait des emplois et ça fait des familles. On voit bien dans ce bilan de Scott qu'en fait, pas forcément en fait. C'est plus décorrélé qu'on le croit. Et donc du coup, moi je pense qu'il y a cette décorrélation-là qui est à faire. Peut-être j'illustre un tout petit peu, je me permets aussi, comme j'avais quelques petits éléments. Voilà, j'ai quelques chiffres là. Plus d'un cinquième des communes de France ont perdu des ménages tout en consommant du foncier. Et à l'autre extrême, j'en ai 435 qui ont artificialisé 1 hectare en 15 ans. Parmi celles-ci, la majorité ont gagné des habitants ou des emplois. Donc, alors, c'est juste, je veux dire, tout ça, c'est pas des règles, mais ça nous donne une vue déjà sur le fait que ces corrélations, elles sont pas mathématiques, quoi. On peut aussi gagner des habitants et des emplois, c'est le cas de la majorité de celles qui ont consommé zéro. Donc voilà, donc c'est sur ce prisme-là de l'attractivité que je pense qu'il faut faire attention à décorréler tout. On peut attirer des emplois parfois dans l'enveloppe existante. On peut perdre des habitants en consommant. C'est la manière dont on le fait qui va être plus déterminante. Moi, je vis d'ailleurs je passe la moitié de mon temps d'où vient ma famille dans une bourg de 3400 habitants en Corrèze qui s'appelle Obja, qui est un contre-exemple absolu, qui n'a pas gagné du tout d'habitants et qui a
On a même accueilli l'un des McDo dans l'une des plus petites zones de France. Voilà, on a une zone périphérique assez fantastique. Et puis notre centre-bourg est désormais vacant dans des pourcentages stratosphériques. Donc je pense qu'il y a des corrélations. Après, sur comment on fait, notamment sur le foncier, sur le bâti agricole, les friches agricoles, des exemples, est-ce que j'en ai, ou dans des situations rurales, quelques-uns, je pourrais en transmettre à ceux que ça intéresse aussi. Alors sur le bâti agricole, je pense on parlait de l'Aveyron, voilà, je pense à pas loin, c'est pas tout à fait dans l'Aveyron, mais pas loin, il y a beaucoup d'anciennes zones viticoles sur lesquelles il y a des friches de bâtiments viticoles, notamment à Uzès, dans la communauté de communes d'Uzès, ou dans le Gard, où là, la commune a décidé d'y implanter, en fait, depuis qu'elle a vu que ça se multipliait, d'y implanter systématiquement ses services publics à elle. Donc elle reprend les friches viticoles, les bâtis viticoles pour y mettre ses services publics. Après, il y en a d'autres qui décident aussi d'ailleurs de conserver le foncier. Et parfois, ça intéresse les opérateurs économiques. À Montbrison, dans le Forez, Loire-Forez Agglo, le maire s'est aperçu que sur une zone, il est arrivé à convaincre tout le monde de passer en bail à construction ou en bail amphithéotique sur 99 ans, parce qu'en fait, ça n'intéressait même plus des industriels ou des grandes entreprises tertiaires de s'alourdir leur bilan d'un foncier peut-être un peu difficile après à gérer ou à vendre si jamais ils avaient envie de quitter, etc., à Loire-Forez Agglo. Voilà, enfin, il y a quelques exemples comme ça où on commence à faire différent un petit peu avec le foncier. Un tout petit mot de conclusion rapide pour les nouvelles équipes. Eh bien, moi je pense que la première étape, il y a une étape démocratique au moment où on élit, là, où on passera son temps à élire des conseils communautaires et puis des bureaux de SCOT, etc., qui est quand même d'essayer d'être à l'initiative, de dire quel est notre pacte foncier dès le début, de mettre cette question-là au centre, parce que c'est vrai que c'est la première cohorte de maires, vous allez être la première cohorte de maires qui va être élue avec un objectif de neutralité foncière à 2050, quoi. Ce n'était pas le cas en 2020, donc c'est un vrai changement. La deuxième chose, c'est de passer par une étape comme... on est passé là avec Chinon-Vienne-et-Loire, de connaissance fine de son foncier et de ses potentiels, de ses différents potentiels, et éventuellement d'ailleurs de savoir se doter d'outils ou fiscaux ou juridiques qui permettent d'être un peu plus coercitifs, un peu plus en maîtrise de son propre foncier. Et la troisième étape importante pour moi, c'est d'embarquer sa population. Ça aussi, ce que j'ai pu observer, c'est que à chaque fois que c'est fait, à chaque fois que... J'ai en tête un cas, le maire de Puy-Saint-André, il a fait des ateliers avec tous ses habitants pour la modif de son PLU. Alors c'est petit, donc en leur proposant à chaque fois 3 trajectoires de consommation foncière. Et en fait, à l'issue de ça, il est passé de 14 hectares en zone AU à 4 hectares en zone AU, en consensus total, puisque il y a eu les habitants de bout en bout. Donc ça, vraiment, à mon avis aussi, c'est faire ce pas-là, de les mettre dès le début du mandat sur des possibilités prospectives et les associer au choix sur le foncier. À mon avis, c'est l'autre, on va dire, étape immédiate que je conseillerais modestement, parce que moi-même, je ne me suis pas élu. Donc, voilà. Merci.